OK. Puis, ouais, donc, pas mal toute sa jeunesse, c'était des blessures, la discrimination, que ce soit à même l'école. Il n'a jamais vraiment fait d'école, il ne sait pas comment écrire. Il ne sait pas comment écrire ou lire. Puis, il a quand même réussi à faire des chroniques dans le journal Samedi Dimanche, qui a été publié dans la ville de Québec. Il en a fait une coupe puis qui était cachée, c'était tout comme sous fantôme avec un écrivain qui s'appelait Jean-Paul quelque chose, je me trompe pas là. Mais puis qu'est-ce qu'il faisait dans ces chroniques-là, c'est qu'il dénonçait toute la discrimination qui se passait dans la Ligue nationale, que ce soit des arbitres ou des propriétaires face aux Canadiens français. Donc, c'est Maurice Richard qui les écrivait avec l'aide de son écrivain fantôme. Maurice Richard, il était dans une boîte téléphonique, il appelait son écrivain qui était à Québec. Wow. Son écrivain qui était à Québec, c'est lui qui a poussé Maurice à le faire, parce que Maurice, il voulait pas au début. OK. Il voulait rester... Parce qu'il était déjà genre la cible numéro 1. Ouais. Donc, toute la ligue était déjà contre lui, les arbitres, ils appelaient déjà... aucune pénalité contre lui, puis lui faisait rien, il se faisait appeler, donc il voulait pas mettre plus d'huile dans le feu, tu sais. Mais c'est ce journaliste-là qui est allé le voir, puis qui a dit après une game, puis une coupe de game parce qu'il était obligé d'y faire changer la vie, puis il a dit comme non, tu veux faire vraiment un bon changement, fais ça, t'es plus que juste un joueur de hockey. Ça, c'était dans les années 50 ou 40? 50. Déjà? 50. Ben, Okay. 50. Je vais ressortir les articles du journal. Là. Wow. Je les ai trouvés il y a comme 2 ans, mais ça m'a pris du temps. Parce qu'ils sont pas dans comme aucune archive. Il faut que j'aille. Ouais. Donc, je vais ressortir ça, mais ouais, donc. C'était. Super. Qui dénonçait tout ça à la ville, au journal, pour que les fans. Puis ça l'a créé aussi, ça l'a aidé avec l'émeute de Maurice Richard vers la fin de sa carrière. On va y arriver. Mais ouais, ça. C'est un peu pareil comme tu dis que la discrimination, les boss qui parlent en anglais, les employés qui comprennent même pas qu'est-ce que le boss il dit. Maurice c'était ça aussi là, donc. Ça c'est quelque chose qu'on voit plus vraiment aujourd'hui, une majorité dominée finalement. Parce qu'au niveau du territoire québécois, c'était quand même une majorité, mais au niveau de l'affichage à Montréal, oublie ça, c'était 3/4 en anglais. Même au début de la carrière de Maurice, quand tu allais voir les games des Canadiens, il y avait une cage pour les Canadiens français. C'était pas juste tout le monde dans... Non. Les Canadiens français étaient dans une cage. Tous les autres Anglais, ils étaient juste... Une partie spécifique de... OK. Ouais, comme une cage qui va juste genre du bas là, jusqu'au top de... Puis t'as un gars de l'autre côté, puis ça se chiait dessus. Le Canadien français qui est là, toutes les C'était pour éviter les bagarres ou... Pour pas donner des bons sièges. C'était les moins bons sièges. Je sais pas si c'est juste pour éviter les bagarres, là, mais... C'est juste que c'était comme ça. Le propriétaire des Canadiens, ça a tout le temps été anglophone. Ça même en ce moment, mais là ça change. C'est encore les Molson. Les Molson qui ont... En tout, dans les, mettons, 60-70 dernières années, ils ont appartenu les Canadiens pendant 50 ans, mettons. Donc, en ce moment, c'est Jeff, mais c'était son père avant. Puis son père, lui, était très bon avec le Canadien français. C'est lui qui a la brasserie Molson et tout ça. Donc, lui, il n'y avait pas de discrimination ni rien. Mais là, c'est pareil avec Jeff Molson. Mais lui, Jeff, quand il parle, il est tout le temps en français quasiment. Ouais. Mais il est anglophone. Puis, il a fait une entrevue récemment. Puis il disait, parce que c'est très important pour les Canadiens encore d'avoir un coach puis un directeur général qui parle français pour pouvoir parler à la population. Puis il dit, on se fait critiquer par tous les autres marchés de la ligue parce qu'on est seul que c'est ça, right? Mais là, quand tu demandes au owner, puis il dit, ouais, mais c'est à cause qu'on a 90% de nos partisans qui nous écoutent que c'est en français. Donc, il a dit, ça c'était il y a 2 semaines, l'année passée en 2022, quelque chose comme 10% des TV québécoises, ou non, excuse pas 2022, l'année qui ont fait la finale de la Coupe Stanley 2019, 10% de l'année des TV québécoises, c'était sur des Canadiens, que ça soit genre RDS ou que ça soit des shows, n'importe quoi, des podcasts. 10% que la télé était allumée. Là, politique, des politiques, tout le monde en parle, n'importe quoi, là, 10% des télé québécois, du temps d'écran, là. Les Canadiens en temps d'écran, qui est quand même... C'est beaucoup, là. Ouais.
Donc, ouais, l'importance est encore là, puis... C'est pas 10% le samedi soir, là. C'était genre non, 80% les samedis soirs, puis 10%. Non, parce que t'en as à chaque jour, à midi, à partir de midi, à chaque jour, t'as des shows des Canadiens qui commencent. Donc, c'est vraiment... comme c'est tout le temps, là. Ça arrête pas. Mais, ouais. Donc, l'importance du français, puis dans l'organisation du Canadien est très importante. Puis ça a vraiment été mis en place avec Maurice. Parce qu'avant ça, c'était pas... Même si c'était quand même Montréal français, tu sais, c'était quand même de même, mais c'était pas mis de l'avant. Maurice a été capable de briser la première barrière qui était très difficile à avoir. Mais il y avait comme des articles de journal dans le Montréal et c'était en anglais. Comme quand je lisais un des articles, c'était comme « Ah, Maurice Richard-Ci », mais c'était tout écrit en anglais, même si c'était à Montréal. Dans quel journal? Je m'en souviens pas exactement. Ouais, c'était comme le Montréal Star ou quelque chose comme ça. Yeah, absolument. Il y a quand même il y avait deux quotidiens anglophones à l'époque, le Montreal Star et le Montreal Gazette. Puis là, tu avais le Devoir et la Presse en français, absolument. Le Soleil aussi est arrivé au Québec, ça, à Québec. Un peu plus tard, là, mais... À Québec? Le Soleil? C'était-tu à Québec? Ouais. Ok. Ouais. Ok, donc François Gagnon a commencé sa carrière à Québec. Qui ça? François Gagnon. Ah, ok. Un gars qui a un article okay, écrit qui est d'accord. rendu hors de moi. Ok. Je me demandais, j'avais pensé que c'était à Montréal. Ouais. Mais moi, si on peut commencer tout de suite dans les textes de fête. On va commencer avec lui de Benoît Mélenchon, que ça c'est juste... C'est un petit article qui est écrit, mais il a écrit un livre au complet. Ouais. Ça c'était un monsieur qui m'avait dit de l'avoir absolument parce que... D'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi si tu l'as pas déjà. Oh wow! En tout cas, c'est sûr que ça va être lu pour... Oh oui. Je t'ai donné de la lecture additionnelle, là, mais ça fait un bout de temps que je l'ai, puis je l'ai pas lu. Ça fait... écoute, je pense que tu vas bien t'en servir. Ah non, ça va être super, ça. Oh wow, merci, monsieur. De rien. Ouais, parce que c'est ça, dans son texte, Mélenchon, il était comme, oui, comme j'ai écrit dans mon livre, puis comme dans mon livre, puis comme il référait souvent à ce qu'il avait écrit avant. Ouais. C'est du marketing. C'est à moitié du marketing, à moitié une analyse de sa méthode. Ouais, exactement. Ouais. Mais ouais, si on peut... Veux-tu qu'on commence juste vite fait à répondre aux questions, puis... Oui. As-tu ouvert le document avec tes questions et mes questions? Ou est-ce que c'est... Ben ouais, c'est toutes nos questions sont bon. là-dedans, Parfait. c'est mes réponses aussi. Parfait. Ben oui, je les ai toutes. Ok, ça va commencer tout de suite avec le... Selon lui, pourquoi que Maurice était considéré comme un objet populaire? Il y avait une couple de raisons pour ça, mais il y a qui veut... Mais au début, il était pas populaire. Comme dans les années 40, il venait juste de comme débuter sa carrière. Puis après ça, quand il a commencé à avoir plus de renom, et là, il y avait la mort de l'autre joueur avant lui, puis il l'a comparé avec lui. Donc, il était comme autant de calibre que lui. Et c'est comme ça que ça a vraiment débuté. Comme il est vraiment bon, puis là, il commence à marquer des buts, puis il commence à comme faire plus de renom. Puis c'est comme ça qu'il est devenu plus populaire, comme en étant plus connu par le monde éventuellement. En tant que joueur, absolument. Je crois qu'il a joué sur la vague de genre. Il a joué sur la vague de Monsieur Tout le Monde. Genre, il est normal, j'ai un métier normal, ma famille est normale, pas riche. Du coup, il a pu jouer sur cette vague en disant je suis pas comme les autres et il s'est différencié. Je suis pas comme tout le monde. C'est ça, en fait, il était comme tout le monde, mais pas comme tout le monde qui voyait, c'est ça. Il représentait les Canadiens français. Ouais. Du coup, jusqu'à ce qu'il fasse sa fortune sur le hockey, genre, il pouvait encore se considérer comme monsieur tout le monde. Et après, je crois qu'ils ont une anecdote comme quoi il achète une belle voiture à sa femme, un truc comme ça. Oui. Ouais, et après, il était comme maintenant, je suis rendu de la classe à part. Parce qu'il avait eu comme plein d'argent depuis sa carrière. Donc, il a commencé, il était pas pauvre, mais il était comme moins fortuné, puis là, il a bâti. Il était pauvre. Ouais. Quand tu regardes quand il était jeune, puis tout ça, là, c'est... ouais. Si tu travailles dans une mine d'amiante, t'es pas... C'est pas par choix, c'est pas le rêve, la carrière de rêve. Pacifique, puis là, il allait faire une game de hockey après, puis comme c'était... Ouais, c'était très peu. Surtout si tu travailles dans l'amiante, si t'as de l'argent, t'en profites pas beaucoup, parce que t'es chances de mourir d'un cancer. Ben, c'est pas juste le cancer, c'est tous les accidents. Moi, je viens d'une famille de miniers, puis de la seconde où ma famille a eu assez d'argent, ils sont partis. Mais les seuls qui sont restés à Sudbury, c'est ceux qui étaient plus pauvres, qui fumaient, puis qui buvaient. Donc,
c'est vraiment clair que de la seconde où tu es capable de t'enfuir d'une mine, tu le fais. Parce que, surtout à l'époque, le cancer, c'était pas exactement la plus grande peur. Aujourd'hui, c'est surtout les accidents. Oui. Genre, moi, mon grand-père est devenu sourd dans les mines. Puis, oui, c'est le nombre d'accidents. J'ai un oncle qui a perdu un bras dans une mine. C'était pas un bel endroit où vivre. Non, pas des conditions favorables. Non. Le syndicat, il est arrivé tard. Oui. Il est arrivé un peu tard. Malgré tout, à Sudbury, il y avait des syndicats assez militants, même dans les années 40. Le Mine Mill donc, que j'ai mentionné d'un cours communiste était là. Et puis, malgré ça, ouais. Allez. Qu'est-ce que ta réponse à cette question, toi? C'est ça. Donc, c'était tout le fait qu'il était super bon comparé à Howie Morenz. Dès son premier but en carrière, ils l'ont comparé à Morenz, qui était, jusqu'à ce moment-là, de loin, le meilleur joueur de l'histoire des Canadiens. Comme, il y avait vraiment personne d'autre qui se comparait. Tu en avais d'autres bons, mais lui, c'était une star, puis c'était la seule qu'on avait jusqu'à date. Puis, en attaque. En attaque. Dans les buts, on a eu le couple, mais en attaque. Donc, déjà qu'à son premier but, il se fasse comparer à Howie Morenz, après que, juste avant son premier but, là, tout le camp d'entraînement, il se faisait détruire, que ce soit dans les journaux, n'importe où. Parce que Maurice Richard, il était même pas assez bon pour aller à la guerre. L'armée a dit non, on t'accepte pas. Lui, il voulait y aller. Il faisait partie d'un petit. Je sais pas, tu avais mentionné qu'il était même en faveur de la conscription, hein? C'est ça, ouais. C'est lui qui voulait y aller, il s'est porté volontaire pour se rendre, mais l'armée l'a refusé. Okay. Parce qu'il s'est blessé, si je ne me trompe pas, c'était à sa cheville. Genre au camp d'entraînement avant, puis il n'était pas capable de marcher. Mais finalement, pendant tout le temps qu'il était au camp d'entraînement, même un an avant, c'était juste Maurice, c'est un citron. Il va être comme. Il va pas durer, c'est impossible, il est toujours blessé. Il va toujours être blessé, ouais. Mais là, il score son premier but, puis après son premier, c'est comme si direct, ça allait déjà changé, là. Ça en a juste pris un parce que c'est un très beau but, mais quand même, Puis il y avait une part de vérité dans le diagnostic aussi du départ, parce que c'est vrai qu'il s'est quand même blessé souvent par la suite. Mais quand il était là, puis il était bon. Puis, juste dans ce temps-là, c'était pas pareil. Les camps d'entraînement, là, quand Maurice est arrivé au camp d'entraînement, il fallait. Comme tu te battais, là. C'était pas juste on va pas trop se faire mal, on est dans la même équipe. Non. Maurice est dans le coin, le coach il a dit de ce temps-là, c'était, si je me trompe pas, Bouchard, notre plus gros défenseur. Premier try-out, il dit à ce défenseur-là, va le ramasser dans le coin, je veux voir s'il est top. Sur toute la pratique, Maurice il se fait ramasser. Qu'est-ce qui arrive? Il se bat avec. Mais c'est ça, puis c'était ça fait partie de Maurice, c'est que direct, déjà au premier camp d'entraînement, c'était ça. Puis plus tard, on en a parlé, là, il y avait une autre question, vite fait, je vais faire... On est loin des campagnes de sensibilisation sur les commotions cérébrales, d'aujourd'hui, là. Il y a une photo que je vais vous montrer. La photo après son but contre les Bruins de Boston, quand il a perdu connaissance, pointure, il est retourné au vestiaire, il est revenu, puis il a scoré le but pour la victoire, mais c'est comme... On s'entend-tu qu'il n'aurait pas retourné aujourd'hui, là? Il aurait été envoyé direct à l'hôpital, là, comme c'est... Ouais, c'était pas la même game, donc. Avant que... Elle a dû passer à la prochaine question? Bon, Avant de passer à la prochaine question, tiens, juste pour ajouter à ce que vous avez dit sur la première question sur pourquoi c'est un objet populaire, pour revenir à la question de Benoît Mélenchon, vous êtes tous exactement sur la bonne piste. Effectivement, c'est un objet populaire parce que c'est un gars comme tout le monde, parce que c'est un gars qui, au début, tu sais, il y a eu beaucoup de critiques, etc. Mais tu voulais rajouter quelque chose sur cette question-là, Preneka? OK, je vais... N'oubliez pas de parler fort pour Zach. Il y a aussi le fait qu'il devient très présent dans les réseaux, dans les médias. Tout ce qu'il fait est diffusé. Oui. Et ça fait en sorte qu'il y a vraiment une culture populaire qui est créée autour. Et ça, j'ai aimé de voir ce phénomène-là. Moi qui travaille beaucoup avec le folklore, j'ai vu finalement les mêmes phénomènes de folklorisation se mettre là. Ouais. On n'a pas besoin de savoir tous les buts qu'il a fait, on n'a pas besoin de connaître tous les détails, mais tu dis Maurice Richard, le monde savent. Le mythe moderne, c'est ça. Et c'est un aspect de folklorisation que j'ai trouvé très intéressant de voir qu'il est présent dans les médias, il y a une diffusion autour de lui, son image est connue.
son visage est connu, mais ça fait partie intégrante de la culture québécoise à ce point-ci. OK, donc l'étudiante en anthropologie qui sort justement avec des nouveaux éléments de réponse. Exactement, c'est ça. C'est, en gros, Mélenchon, vous voulez-tu élaborer là-dessus? La partie des créateurs, que c'est pas juste comme... Il y a aussi, c'est pas juste des journaux puis des articles de tous les jours, tu sais, comme, il y a aussi des peintures, des poèmes, des livres, des sculptures. Il y a un trophée, le trophée Maurice Richard dans la Ligue nationale, c'est pour le meilleur buteur. Donc, c'est ça, et c'est plus que juste au niveau de la société de base, c'est vraiment, ça l'a monté au niveau noble. C'est ça qu'ils disent au niveau, des créateurs nobles, donc il est vraiment plus que juste ces joueurs de hockey. C'est ça, il y a une production culturelle autour de lui à tous les niveaux, hein, comme tu dis, de la petite madame qui écrit un poème à son hommage, au trophée, à des universitaires qui écrivent des livres, donc il y a comme un mythe qui est créé, qui est très fort. Donc c'est un objet populaire dans ce sens-là, parce qu'il est saisi, on se saisit de lui pour parler de lui à toutes sortes de niveaux, là. Ouais. OK, parfait. Continue. Mais là, on va aller un peu plus vite parce que s'il reste juste 50 minutes, puis on a 2 textes, puis on a une question sur 20 de fait. Non, mais cette question-là, elle englobait beaucoup. Oh, oui, 100%. On va pas passer à travers toutes les questions. Non, c'est que je vais passer. Vite fait, vu qu'il est là, les yeux de Maurice Richard. Vite fait, c'était quoi la signification de ses yeux? Au début, c'est genre pourquoi il pouvait pas parler, genre comme il y avait juste ses yeux, genre pour montrer ce qu'il voulait dire. S'exprimer. Ouais, puis genre au fur et à mesure, ça se développe pour genre comme représenter la détermination que tu vois à travers ses yeux quand il est devenu genre populaire, puis genre il fait vraiment bon. Puis pourquoi il pouvait pas parler au début? Censure. Okay. Il y a quelqu'un qui veut. Il parlait français. Il parlait pas anglais. Oui, il était pas à sa place, là. Il était dans la Ligue nationale, là, dans la National Hockey League. Là. C'était encore le petit Canadien français qui... il était bon, là. On lui laissait sa place, mais... Le coach des Canadiens, il parlait juste anglais, il parlait pas un mot français. Pareil avec le directeur général, propriétaire. Mais la première fois... Donc Maurice, il comprenait pas grand-chose dans la chambre de hockey. Il se fiait sur les plus vieux qui étaient là avant lui puis qui connaissaient l'anglais puis le français un peu. Mais si je me trompe pas, c'est quand il a gagné la première Coupe Stanley qu'il a fait son speech en français dans la chambre. Là, t'as vu tout de suite, là, c'est comme tout le monde, ça l'a juste... Dans le vestiaire, là? Ou avec les joueurs, là? Tous les joueurs devant une coupe de médias, des fans, des joueurs, tout ça, après avoir gagné la Coupe Stanley, il a pris la parole puis il est parti en français puis direct, Maurice là, il a direct commencé à brailler. Comme il y a pas de, c'est juste moi, ça représentait beaucoup puis il pouvait pas parler, même pas à son coach. Juste une question à ce point-là, c'est quoi les proportions d'anglo et de franco dans les Canadiens? Je te dirais, au début de sa carrière, c'était peut-être il était peut-être, mettons, 5-6 français. OK. Mais ça l'a... Sur une vingtaine, à peu près? Sur, c'était peut-être, mettons, 20%, 1940. Ouais. Puis là, vers la fin de la carrière à Maurice, ça l'a monté les Canadiens, par exemple. Comme 1950, 60, 70, là, pour les Canadiens, c'était pas mal québécois. Okay. Là, on doit être monté proche du 50-60%, mais là, on est redescendu. Il y a beaucoup moins de Québécois, naturellement, dans la ligue, là, aussi. Mais ouais, ça. C'était la minorité au début. Mais c'était les meilleurs joueurs. C'était ça l'affaire aussi. C'est que c'était la minorité, mais c'était tous les meilleurs Québécois. Il y avait besoin d'être extraordinaire pour pouvoir avoir une place. Il fallait que tu sois meilleur qu'un Anglais. Parce que à force égale, c'est sûr qu'ils prenaient l'anglais. Mais tu avais aussi ce règlement-là qui n'est plus là, où le premier choix de repêchage pour la province du Québec allait à Montréal. Ça, c'était pour tout le monde dans leur environnement. Donc, il a beaucoup aidé les Canadiens pour... Pas nécessairement Maurice Richard, parce que lui, il n'a même pas été repêché. Ah non? Non, lui, c'était juste au camp d'entraînement. Okay. Il est rentré, il évoluait avec les Canadiens seniors avant, des petits clubs proches de Montréal, puis là, finalement, il est allé au camp d'entraînement. Il s'est pas fait accepter la première fois qu'il est arrivé. Il a dit son nom, puis il est comme non, t'as pas sa liste.
finalement, il a réussi à rentrer avec un autre gars. Puis... Wow. Mais ouais, celui, c'était. Dans ce temps-là, je pense qu'il n'y avait pas de repêchage encore. Ah, ok. Si je me trompe pas, il est arrivé genre en 1960. Ok, intéressant. Ah, finalement, un étudiant qui fait de l'histoire du sport de manière sérieuse. J'en ai vu des travaux en histoire du sport, du hockey surtout, puis qui connaissent pas beaucoup ça, là. Donc, je suis content de voir que tu as les anecdotes derrière, que tu as... Wayne Gretzky. Il était un extra dans un échange. Ouais, de Winnipeg à Edmonton. L'histoire de son échange c'est débile, c'est débile. Ok. Mais il était un extra dans un échange. C'était même pas lui qu'Edmonton voulait. Ok, ça c'est une histoire pour un autre jour. On continue. Mais ouais, c'est ça. Les yeux de Maurice Richard, ça a tout fait partie de son mythe, de sa légende. Puis ouais, que ça soit pour... c'était sa seule manière de s'exprimer à la détermination, puis c'est « je veux pas perdre ». C'était ça, c'est juste, ça représentait la victoire puis l'acharnement. Bon, ça peut mal. Passer ça un peu. Ah, là c'est bon. Quelque chose qui est impressionnant, c'est que Maurice Richard, quand il a pris sa retraite, pas juste qu'il était numéro 1 dans les points de la Ligue nationale, qui est impressionnant, et par une bonne avance, numéro 1 dans les buts et dans les points, mais il était aussi premier dans ce temps-là d'un Canadien pour les minutes de pénalité. Ah oui. Qui est assez impressionnant. Quand tu passes autant de temps en boîte de punition, là, et suspendu, même la plus grosse suspension de la NHL de l'histoire. En fait, non plus maintenant, parce qu'il y a eu une autre plus grosse coupe d'année passée. Mais juste la plus grande dans ce temps-là. Ça compte même pas les minutes de pénalité. Là. Donc, rajoute toutes les suspensions par-dessus ça. Il a manqué beaucoup de temps là, dans son meilleur aussi. Mais les 4 autres joueurs qui ont plus de minutes que lui, pour te donner une idée, Maurice Richard a 2 fois plus de points que ces 4 autres-là combinés. Puis il a joué 3-4 fois moins de games. Donc, les autres, c'était juste qu'ils étaient là pour se battre. Ça, c'est parmi les meilleurs pointeurs de l'époque. Il y avait autant de buts ou de points que les 3-4 prochains, c'est ça? C'est que dans l'histoire des Canadiens en ce moment, Maurice Richard, il est 4e pour les minutes, 5e pour les minutes de pénalité, je pense. Ok. Ouais, 5e pour les minutes de pénalité encore, présentement. Et les 4 autres gars qui sont par-dessus, c'est John Ferguson, un batailleur, Chris Nyland. Oui, qui était oui, je me rappelle bien, Chris Nyland, ouais. Il y a un podcast en ce moment à Montréal qui s'appelle Raw Knuckles. Ça commence avec I'm never gonna stay down. I'll beat you up. Comme c'est. Tu sais, c'était pas il a pas gagné le championnat des pointeurs de la ligue. Shane Corson, pareil. Shane Corson, lui, c'est... Au moins, lui, c'était un vrai joueur, là. Il pouvait marquer, là. Il avait du talent aussi, un peu. Une bonne... Shane... non, je sais pas tant, celui-là, ça. L'oncle à mon père, il hébergeait chez lui. Puis lui, c'est un gars de 4. Il a joué souvent 4e ligne, mais il était quand même pas si pire, là. Quand il allait jouer à passion action, n'importe quoi, comme c'était débile, là. Comme... Il y a personne qui touchait à la puck, puis si je me trompe pas, il est mort overdose. Shane Corson, oui. Si je me trompe pas. Mais ouais, parce que ça, avec la tête, les batailleurs de ces années-là, il y en a beaucoup qui se sont suicidés ou que c'est juste drug overdose parce que... Ouais, mais c'était pas une vie facile, là. Tu joues pour te faire frapper, puis chaque fois, c'est comme mettre... Tu sais, tu parles de patin une fois, tu tombes peut-être première sur la glace, c'est fini. Puis c'est arrivé à une couple de joueurs aussi. Attends une minute, je vais chercher... Tu regardes pourquoi les points? Ben, ça m'a surpris. Regarde, Maurice Richard est juste le 105 meilleur buteur maintenant. Je sais que les saisons étaient beaucoup plus courtes à l'époque. Oh oui. Puis malgré tout, au niveau des buts, 544, il y a presque personne qui a autant de buts que lui. Il faut vraiment que tu te rendes jusqu'au sommet là, pour avoir des gens qui ont plus de buts que lui. Puis même maintenant, Ovechkin, il s'en va pour ramasser, peut-être passer comme dans les premiers au Wayne Gretzky, puis c'est 700 quelque chose de record. Mais comme à part Wayne Gretzky, tu descends à genre 600, puis là, donc à partir de 500, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ouais, puis peut-être qu'il y a un autre endroit où c'est peut-être parmi les premiers. C'est ici, on voit, il y a 0,99 points par match.
En gros, ça c'est cette colonne-là, combien de points par match. Donc, il y a pratiquement 1 point par match, soit un but ou une passe. Mais on voit qu'il y a beaucoup plus de buts. Il y a plus de buts que de passes, ce qui est pas habituel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont plus que 99, mais il y a des gens qui ont plus qu'un point par match. Le plus que tu vas monter, là, ça va... Mais si tu calculais le nombre de buts par match, il serait peut-être parmi les premiers encore, j'imagine. Je sais pas. Il serait sûrement parmi le top 10, je te dirais. Le premier, ça serait Mike Bossy. Ouais. Là, t'avais même Ovechkin qui... Mais oui, non, c'était... Ouais. Mais l'affaire aussi, c'est je vais faire l'exercice pour quand on voit le 0.99 points par match, ouais. qui était à côté des gens, il était quand même plus haut. Mais je peux te dire tout de suite que Maurice, il y a un peu plus de discrimination, puis plus de... il a pas joué dans les mêmes conditions qui étaient égales à tout le monde, mettons. Puis, mais t'en as eu aussi d'autres dans la liste que c'était comme ça. Gretzky était un peu comme ça aussi, là. On le lâchait pas, là. Il aurait pu avoir beaucoup plus de pénalités appelées contre lui, là, comme... Hey, il se faisait ramasser tout le temps. À un moment donné, c'était comme, OK, on peut pas tout le temps appeler quelque chose parce qu'il se fait tout le temps ramasser de même. Mais personne ne peut l'arrêter, il est trop vite. Les joueurs, ils se disent à un moment donné... Continuons avec la prochaine question. Ça, c'est bon. Le bal costuné au forum. 18. On va y aller au Frontenac. Oui. C'est tout. C'est tout ce que j'ai écrit. Mais j'ai trouvé ça quand même assez drôle de voir finalement la juxtaposition entre les autres joueurs de hockey qui venaient de, tu sais, se costumer en figure populaire. Naturellement, les joueurs de hockey sont pas reconnus comme... Comme des big brains, je sais. Ouais, c'est ça. Non, mais... C'est pas intellectuel. Ouais, mais tu peux pas prendre plein de temps à étudier quand t'es tout le temps sur la glace. C'est ça. Donc, surtout dans ces années-là, je veux dire, le taux d'alphabétisation n'était pas extrêmement haut non plus. Fait que, donc c'était symbolique, ouais, quand même. Hein? Ben, c'est le fait que Frontenac a dit sa ligne de... Ouais. Nanana, par la bouche de mon canon. Ça, ouais. de mon canon. Contre les Anglais, donc c'est de là que vient tout le symbolisme. Ouais. Par contre, je sais pas si je serais prête à affirmer qu'il était au courant de l'importance du symbole. OK. Mettons, après, qu'est-ce qu'il a dit? C'était quand son but... quand il a gagné le 500e but ou le meilleur marqueur de la Ligue nationale. Attends, il y avait il y a une petite citation que je vais te sortir. Il parle de comme je suis content d'être Canadien-Français, blablabla, puis... Oui. Donc tu penses pas qu'il l'avait un peu en tête? Ah, je pense qu'il y a cette idée-là en Ok, tête. juste pas à ce... Mais pas à ce niveau-là, dans le sens où je remettrais en cause le fait qu'il est au courant de toutes les nuances du personnage de Frontenac et que ce serait pas quelqu'un d'autre qui fait genre « Hey, Frontenac, c'est peut-être une bonne idée. » Genre, il connaissait peut-être pas mieux le mythe de Frontenac que nous, on connaît le mythe de Maurice Richard. Je me dis encore là, pour avoir vu les manuels scolaires des années 40, des années 50, l'instruction de l'histoire française n'était pas... Maurice les a même pas vu ce manuel-là. C'est ça que je me dis aussi. Ouais. Donc je me dis, c'est pas nécessairement, c'est quand même le régime anglais, il y a encore cet impérialisme-là britannique qui est toujours présent. Donc est-ce que c'était vraiment lui qui a fait « je vais protester en utilisant la culture et l'histoire québécoise », j'irais pas jusque-là. Je pense que c'est un peu plus orchestré que ça. Ça se peut absolument qu'il y ait eu des alliés là-dedans, mais dans les écoles francophones du Québec, qui étaient quand même gérées par l'Église catholique, souvent on utilisait les manuels scolaires qui étaient produits, des fois en France, les frères des écoles chrétiennes, par exemple, des choses comme ça. Il y avait quelques manuels qui étaient produits ici aussi. Je pense pas qu'il embarqué à 100% là, dans le discours impérialiste britannique non plus là, dans les années 50. Là. Il y avait quand même ces deux solitudes-là au niveau de l'enseignement de l'histoire, puis de... Ouais. Ok, ben vite fait, on parle d'impérialisme britannique, j'aimerais arriver à une autre partie. Que là, ça, je l'ai pas mis, mais je l'ai ressorti hier, j'ai trouvé ça. Ah, il faut que je retrouve. Ok. La rondelle que Maurice a marquée pour son 500e but. Oui. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu ça. Ben oui, j'ai lu les textes. Là, j'ai retrouvé quelque part là, mais j'ai trouvé une entrevue après qu'il a faite avec sais-tu... c'est pas Radio-Canada, c'est en anglais, là, mais ça doit être CBC. Okay. Je pense que c'est à CBC. Ouais. Qui parlait de ça parce que la reine, elle aimait beaucoup Maurice.
Elle, quand elle était venue le voir, elle était venue au hockey une couple de fois, 3-4 fois dans sa vie, elle est venue, puis c'était Maurice, son joueur préféré. OK. Puis, mais c'est un peu une perte d'envoyer cette puck-là là-bas. Non, mais. Non, mais c'est vrai, j'avoue. C'est ça que le gars de CBS, il a dit en entrevue, il était comme ouais, je comprends le principe, mais tu trouves pas que comme t'aurais pas pu en envoyer un autre comme on La 501e. C'est ça, elle est tellement importante. C'est significatif pour les Canadiens d'avoir, et les Québécois, d'avoir quelque chose qui est vraiment marquant dans l'histoire du sport et de l'envoyer aux Britanniques. C'est ça que je trouvais cool. C'était en 1952. C'est un peu ironique dans le fond. Moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est un... Le fait que la reine dise que Maurice Richard était son joueur préféré, elle est venue, elle a vu quelques parties de hockey, puis elle a dit ça. Est-ce que ça fait pas partie d'une stratégie de raccollement là, des Canadiens? Ouais, de la politique intérieure. Parce que quand elle dit, ben, ça va faire bien si je dis que mon joueur préféré c'est un Canadien français. Dans une époque où elle essaie de consolider. Oui, exactement. Puis Maurice aussi, il savait porter volontaire pour la guerre puis aider. Donc il y a cette partie-là aussi. S'il n'aurait pas fait ça, peut-être ça aurait été différent. Je dis pas que ses intentions étaient mauvaises, mais c'était pas son idée probablement à elle ou à son mari. Je pense que ça n'avait rien à faire du hockey. Vous avez... Ouais, non, c'est assez... Je vais faire un peu plus de recherche, mais j'ai vu quand même une couple d'affaires avec Philippe, Queen Elizabeth, la reine Elisabeth, puis Maurice. Donc j'ai quand même vu une couple d'affaires, mais j'ai pas assez creusé. Alors je sais pas s'ils étaient proches en termes d'âge, etc. Peut-être aussi ça les a rapprochés. Ouais, il y avait vraiment la même âge. Parce que quand il est venu au Canada, ben il était venu à Ottawa dans ces années-là, 1950 là. Puis c'est elle qui a demandé au premier ministre, et comme non, je veux que Maurice Richard soit là avec sa femme, invite Maurice et sa femme, elle voulait qu'il y ait comme. Mais c'est là, peut-être que c'est quelqu'un qui a dit ouais, invite-le aussi, ça va faire super mais c'est ça, c'est toute leur existence, ça, le symbolisme, hein, comment est-ce qu'on fait pour... c'est le loisir, c'est aussi mieux de se tenir loin des figures politiques. Les figures politiques ils sont là temporairement, puis on ne veut pas être vu comme étant plus d'un côté ou de l'autre, de droite ou de gauche, mais une figure comme Maurice Richard, c'est parfait. C'est une idole, mais il n'y a pas de connotation politique. Là. Il était vraiment proche en âge. Genre, lui est né en 1921 et elle est née en 1926. Donc, il y avait comme 5 ans de différence entre eux. Dans The Crown, il ne parle pas de Maurice Richard dans la série? Je n'ai pas regardé. Ma mère l'a vu, je pense pas qu'il en parle. Je serais surpris. Je pense que ça devait la changer, elle, de traîner avec un joueur de hockey, déjà de francophone, etc. Ça devait être pour elle différent que de traîner avec des politiciens canadiens, ça devait être un autre type de dîner. Et elle parlait très bien français. Mais ça, tous les rois britanniques parlent français jusqu'à aujourd'hui. Oui. Le prince Charles, c'est le dernier qui parle français. Le roi Charles, c'est le tout dernier qui parle français. Alors, juste rapidement, quelques questions. Selon vous, les études littéraires ou l'histoire sont-ils à même de comprendre un phénomène d'héroïsation dans une culture de masse? Ou est-ce qu'une discipline nouvelle, hybride, telle que les cultural studies ou études culturelles serait nécessaire? Tu peux animer cette partie-là de la discussion aussi, là, mais Benoît Mélenchon, on parle beaucoup de comment c'était difficile d'appréhender ce sujet-là. Avez-vous des réflexions sur ça? Ben moi, je pense que c'est nécessaire parce que ça apporte un aspect différent à l'analyse qui est faite. Comme Benoît, il était capable de faire une recherche qui était différente de tout le monde qui a déjà fait des recherches sur Maurice Richard, puis il a passé, comme tu dis, un bon moment à l'expliquer. Puis, ça apporte vraiment un aspect qui est différent. Puis moi, je pense que c'est bien, là, comme... Je pense qu'au début, comme quand tu es dans le moment, il comprenait pas nécessairement tout le phénomène d'héroïsation. Ça l'a venu comme après sa carrière ou vers la fin de sa carrière, parce qu'au début, il était juste un joueur, puis là, il était un bon joueur, il avait des bons buts, puis tout le kit. Mais c'est vraiment après qu'il a accompli, qu'il a brisé des records, que là, c'est devenu vraiment un phénomène comme culturel de masse à ce point-là. Même plus que là, parce que ces records se sont déjà fait briser. Puis, je vais vous montrer juste un petit 7 minutes après, vers la fin du cours. Quand ils ont fermé le Forum de Montréal, ils ont apporté tous les joueurs du Canadien qui sont intronisés au Temple de la Renommée, sur la glace, pour juste comme un dernier bail, puis on s'en va au Centre Bell. Tous les joueurs sont passés, puis là on parle de joueurs qui ont gagné
Henri Richard, son frère, il a gagné 11 Coupes Stanley. Numéro 1 dans tous les sports professionnels avec Bill Russell au basketball. Comme, c'est fou. Puis là, mais là, si tu rentres Jean Béliveau qui était là, t'as des grands joueurs. C'était tout environ 1 minute, peut-être l'applaudissement. Je vais vous montrer Maurice après, mais ils ont été obligés de l'arrêter parce qu'après 9 minutes, 8 minutes, c'était juste. Ah oui? Ouais, comme. Wow. Puis ça, on parle de tous des joueurs. Oui. Qu'ils soient canadiens, français ou pas. Tous des grands joueurs, là. Ouais. Avec les Canadiens, ils ont apporté des Coupes Stanley, meilleurs joueurs du monde, des Ken Dryden qui a gagné avec toutes, il était une machine. Comme. C'est Maurice qui était juste de loin, comme ça compare même pas aux autres joueurs. Là. Tous les autres joueurs étaient quand même là comme. C'est juste. Ça n'a pas de bon sens, comme. Ben ouais. Pour répondre à la question, oui. Je pense que oui, l'histoire peut répondre aux phénomènes culturels, tant qu'on met de la variété dans la discipline historique. Et ça, pour avoir... je travaille beaucoup plus sous, par exemple, professeur Fienley et professeur Perrier, qui, eux, font de l'histoire sociale. Et on voit que ce pan-là de l'histoire, bien qu'il est encore en train de se développer, on est capable d'aller voir des nouveaux aspects. Et avec ça, moi, c'est là où j'arrive avec mon folklore et on est capable de développer plus loin. Je pense que le même phénomène pourrait être possible avec l'histoire culturelle, mais je me dis que c'est peut-être pas nécessaire de faire un champ à part. À part. Parce que si on fait ça à part, je pense qu'on perd une part d'authenticité et on tombe dans quelque chose comme, par exemple, les gender studies ou d'autres, the racial studies, tout ça, où est-ce qu'on perd le fil, on perd la chronologie. Et vraiment, des fois, c'est frustrant d'avoir des discussions avec des personnes dans Gender Studies parce qu'il y a ces concepts-là modernes qui fonctionnent dans la société moderne, mais de la seconde où tu parles de la société pré-révolutionnaire, ils veulent l'appliquer. Exactement. Ouais. Et ça se fait vraiment pas comme ça, puis ça devient très compliqué d'avoir des discussions éclairées avec eux parce que tout de suite, c'est oh my god, du sexisme, oh my god, les femmes étaient opprimées, puis il n'y a pas d'ouverture à... C'est tout un rôle. Ouais, non. Donc, je me dis que c'est important d'avoir un champ d'histoire culturelle, mais pas nécessairement de l'avoir séparé de la méthodologie historique. Ça me fait penser à un sketch de Monty Python, vous connaissez Monty Python, c'est ça, où il y a le paysan qui dit « I'm being oppressed, I'm being oppressed ». Il utilise des concepts marxistes des années 70, mais à l'époque. Des concepts modernes c'est dans ça. l'histoire, ça s'applique pas. Mais effectivement, si on regarde le livre de Benoît Melançon, à la fin, il dit être en dette envers les cultural studies, mais en fin de compte, c'est écrit une histoire culturelle. Donc, à la base, c'est un littéraire, mais il dit avoir quand même plus fait de l'histoire, mais une histoire culturelle qui va, voyons, on va dire ramasser, qui va ramasser qui va pas juste regarder les sources écrites classiques comme les journaux puis les mémoires puis tout ça, il va regarder comme au niveau populaire, là, c'est quoi les poèmes, c'est quoi les... C'est là que je pense... Oui? Non, mais du coup, ça change rien d'une source. En quoi la nature de ta source changerait la nature de ta matière. De la discipline. C'est juste avec le temps, aujourd'hui, par exemple, les historiens dans la génération suivante, oui, des sources écrites, c'est bien les archives, c'est incroyable, mais les sources aussi visuelles, aujourd'hui, c'est quelque chose de super important quand tu travailles sur les temps modernes, etc. Donc, je vois pas en quoi ce serait une nouvelle matière. Une nouvelle discipline, complètement. Gender Studies, c'est une spécificité. Après, faire Gender Studies tout seul, je pense que ça limite aussi, parce que c'est aussi une vision très marxiste. C'est marxiste comme programme. T'as intérêt à être d'accord avec eux, parce que sinon tu te fais défoncer en classe. C'est vraiment pas drôle, Gender Studies. On sent qu'il y a de l'expérience qui parle. Non, mais j'avais un ami, c'était un homme blanc cis, il s'est fait défoncer. Il n'était pas bien accueilli pour les Gender Studies. Il a tout. Alors que c'en était un qui s'était inscrit au cours qui démontrait. C'est ça qui montre qu'il veut s'améliorer. Il y a des situations comme ça. Le professeur Perrier donne un cours de genre et sexualité dans une perspective historique. Et c'est très intéressant le cours. Le problème, c'est qu'il y a des personnes dans Gender Studies qui allaient et qui ne comprenaient pas que la société, le genre, le sexe, c'est pas la même conception. Et il y en a qui, encore aujourd'hui, le professeur Perrier le donne encore et qui demandent, mais
pourquoi qu'on parle pas des personnes non-binaires? Pourquoi on parle pas des personnes trans? Mais ça n'existait pas. Je pense qu'il y avait des trans au 18e, mais il n'y a même pas de vaccin ici. Ça n'existait pas. Non, mais... Mais pour revenir au cultural study, je crois que c'est important pour la population générale parce que si on parle de tous les articles de journaux, puis ce qui est vraiment pour la population universitaire, peut-être qu'ils vont pas comprendre autant que si c'est à travers des poèmes ou des chansons, ça va être plus comme une culture de masse, une culture populaire qui va comme venir à toutes les autres personnes de la société, qui va rejoindre plus de monde. Absolument. Puis je pense que l'histoire a été bonne dans ce sens-là. Ça fait longtemps, ça fait 100 ans, ça fait depuis l'école des Annales, la grande école historique en France, que l'histoire s'adapte bien pour essayer de rester au centre des sciences humaines, puis adopter des nouvelles techniques. Ça a été, à l'époque des Annales, s'intéresser à des nouveaux sujets comme la démographie, comme l'économie. Ça a été dans les années 70, avec l'histoire sociale, s'intéresser plus aux gens ordinaires, etc. Donc, je pense que ça prolonge cette tendance-là de l'histoire à s'accaparer des nouveaux matériaux puis des nouveaux sujets. Je pense que c'est l'histoire du sport, ça rentre dans l'histoire sociale, mais c'est pas une nouvelle matière, ça rentre dans le grand champ de l'histoire sociale. De l'histoire sociale. Après, c'est pas parce que tes sources elles sont moins, je sais pas, plus populaires que c'est pour autant une nouvelle matière. Je crois oui, ça rentre dans l'histoire sociale, c'est les journaux, la musique. Oui, ben c'est sûr que dans les années 1940-50, on n'aurait pas vu beaucoup d'histoires de ce genre-là. L'histoire, c'était très histoire politique, diplomatique, etc., militaire. Aujourd'hui, il y a une sorte de tout. Tu peux faire l'histoire. Tu choisis un thème, l'histoire. Tu peux. Tant que tu as des sources, tu peux faire l'histoire. La preuve, quand un étudiant a demandé est-ce que je peux travailler sur Maurice Richard, dans les grands moments de l'histoire du Québec, le professeur a dit ben oui, pourquoi pas. Ça me fait plaisir. Vas-y, Xavier. C'est bien, on va tout de suite. Il y a 27 déjà, moins 30 minutes. Okay. Vas-tu passer à Perron? Oui, passons à Perron, oui. Ok. Vite fait. Ok, les 3 étapes. Le processus d'héroïsation de Maurice. Il y avait la commémoration. Je pense que moi j'ai écrit relation d'endettement entre le public et les héros, la légitimation et l'institutionnalisation de cette figure. C'est bon, l'endettement, c'est quand il tombe en amour, puis quand le public, il feel, je te dois quelque chose. Donc ça, c'est la partie de l'endettement. Merci pour ce que tu fais sur la glace. Là. C'est ça. C'est la raison que notre vie va mieux. Là. C'est ça. Mais surtout en temps de guerre, quand que tout était pas mal dépressif. Et là, il y avait comme ce héros qui vient sauver la société. Juste en temps de pandémie, avec Carey Price et les Canadiens, c'était la même affaire. Ouais. Tu vois, Carey Price, c'était pareil, il était vu dans les journaux partout. C'était comme... il apporte... tout le monde, que ça faisait 1 an et demi qu'on était pris dans le COVID, 2 ans, ça va mal, puis là, le Canadien se rend en série, Carey Price il est débile, puis là, c'est comme si tous les médias québécois, tout le monde est de bonne humeur maintenant. Tout le monde est rendu correct parce que Carey Price il va bien, puis on vient d'éliminer les Leafs. Comme, tu sais, c'est genre. Donc, c'est de quoi se distraire de tous les événements qui se passent. Exactement, c'est une distraction qui est incroyable. Donc, ouais, ça, c'est la relation d'endettement. D'endettement, puis ensuite? La légitimisation. Donc, c'est là quand tu parlais des honneurs politiques, toutes ces affaires-là, que on voit que, ok, on a vraiment assisté à quelque chose de solide, il faut qu'on le montre, puis là, ben, institutionnalisation. Oh boy! Ça, c'est l'idéalisation, puis la commémoration et le culte de l'image. Puis, comment on distingue les 2 dernières, l'une de l'autre? J'ai l'impression que la légitimisation du héros, c'est plus genre le trophée Maurice Richard pour le meilleur pointeur. Donc, il est reconnu comme le meilleur buteur de Ligue nationale. Quand il y a eu la médaille du Canada, quand il y a eu Temple la renommée du hockey, c'est juste parce que même je me rappelle ça officialise son statut là, de parce qu'il y a eu héros. beaucoup d'honneurs politiques aussi, là, que ce soit au Québec ou au niveau fédéral, il y en a eu quand même beaucoup. Donc, ça serait cette partie-là, puis l'institutionnalisation, je dirais que ce serait plus quand il est mort. Puis quand on a juste les funérailles de Maurice Richard, que c'était partout à télé, Montréal était fermé. Comme, je pense là après ça, le film de Maurice Richard, les livres, tout l'extra qui se passe. Est-ce qu'elle n'a pas parlé ça se peut que je me trompe, là, mais du fait que dans la 3e période,
Dans la deuxième période, il y a encore comme des différentes versions des faits, mais rendu dans la troisième, l'histoire a été comme lissée, puis homogénéisée, puis c'est comme... Il y a comme... C'est comme ça que c'était. Tu sais, c'était... tout le monde s'est mis d'accord. Il y a comme un narratif, là, un discours qu'on le connaît, puis on le reproduit, puis c'est ça, ouais. Tu te rappelles de ça aussi? Ouais. Oui, je m'en souviens. Mais ouais, so, c'était ces trois parties-là. Puis, donc la première partie, ça, c'est surtout quand Maurice y jouait, là, parce que c'est là que les partisans se ressentaient comme s'ils devaient quelque chose. Parce qu'ils faisaient gagner. Ok, ça, le 23 mars 1944. Je l'ai mis là aussi parce que il y a un mythe qui se passe avec ça aussi. Si on regarde, mettons, le film de Maurice Richard, cette partie-là, qui est le 23 mars 1944, c'est quand il a récolté 5 buts, puis il a gagné les 3 étoiles parce qu'il y a eu 8 points, 5 buts. J'ai jamais vu ça. Les Canadiens ont gagné 8-5. Maurice Richard, après ça, en entrevue, il a dit comme moi, je connaissais le gars de la presse qui donnait les étoiles, puis il a décidé de me donner les 3. Mais dans ce temps-là, il sortait pas sa glace pour dire comme. Donc il est juste resté dans le vestiaire, donc il l'a su genre plus loin après. Mais un des mythes qui a été sorti, puis là, ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai pas été capable de le trouver, mais ils l'ont mis dans son film, puis c'est quand même écrit à plusieurs places, mais c'est que la journée même, il y avait une tempête de neige, puis il fallait qu'il déménage. Ouais, qu'il déménage. Ouais, ça c'était écrit. Ok, c'était celle-là, ok. Mais là, ça c'est-tu vrai ou... Juste pour dire comme c'est ritualisé, j'ai lu un petit livre pour enfants pour Maurice Richard quand j'étais petit. Ouais. Un bon exemple de ténacité. Et puis c'était dans ce livre-là aussi. Tu sais, c'est un livre de, je sais pas, 30 pages. Là, tu sais. C'est ça. Ça, j'ai pas été capable de voir si c'est vraiment vrai ou pas. J'ai rien dans les entrevues, comme dans les journaux après le match ou n'importe quoi. Ils parlent aucunement de rien de ça. J'ai pas vu en tout cas. C'est ça que Perron dit aussi, que dans les journaux, ça n'en parle pas, mais que plus tard, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné du fait que... fait surface plus tard parce que dans aucune des sources, comme il y avait beaucoup d'opinions différentes et ils en parlaient aucunement. C'est juste par après que ça l'a sorti. Ils l'ont mis dans le film par exemple, dans le film qui est sorti en 2004, 2006 peut-être. Ok, faudrait que je vois ça. C'est vraiment un bon film. Comme, honnêtement, avec l'histoire, c'est solide. Okay. C'est pas juste sur le hockey aussi, c'est un portrait de la... C'est ça, c'est Maurice, c'est le Québec. Il voulait montrer l'aspect familial, il voulait montrer l'aspect, l'inégalité dans la société. Il voulait montrer juste tout, que ce soit dans la Ligue nationale. Comme, c'est un très bon film. Okay. Puis juste les acteurs dedans, c'est solide. Là. C'est qui fait Maurice? Roy Dupuis, c'est ça? Ouais. Roy Dupuis fait Maurice. Mais comme ils ont des joueurs de la Ligue nationale qui font comme des méchants de... Est-ce que Roy Dupuis s'éteint les cheveux? Parce que... C'est-tu Roy Dupuis qui fait Maurice? Il ressemble vraiment. Parce que pour ceux qui l'ont pas vu encore, là, ça c'est à quoi il ressemble, là, à quoi il ressemblait. Maurice. OK. Oh. Ouais, Roy Dupuis qui l'a fait. OK. Mais ouais, dans le film... Prochaine question, je prends les dernières 5 minutes, donc il t'en reste 3. Il m'en reste 3? Ben, peut-être un petit peu plus. On peut rester jusqu'à moins 10. Ok, ben je vais juste montrer vite fait la vidéo après de... Ah oui, ok. Ça va pas prendre le temps, juste pour montrer juste vraiment parce que j'aimerais savoir un aspect visuel un peu pour réaliser son impact qu'il y avait dans... Vraiment. Ok, ben vite fait, 16 mars, puis son l'émeute Maurice Richard. Ça, c'est quand il s'est fait... Ouais, mais la manière qu'il s'est fait suspendre, c'est que juste avant, l'arbitre, il tenait Maurice Richard dans le dos comme ça pendant que le joueur de l'autre équipe, il le frappait. Sur Maurice, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a lâché le ref. On s'entend qu'il se fait ramasser par un gars qui est bien plus grand que lui. Il a lâché le ref, il a sacré un coup de poing au ref, il s'est tourné de bord, il a ramassé le gars de l'autre équipe, il l'a démoli aussi. Finalement, ben ouais, c'est ça. Le ref, il a rien eu contre, l'autre gars, il a rien eu contre. Puis l'autre gars, c'est lui qui frappait Maurice au début. Là, Maurice était tenu de même puis il se faisait frapper. Puis lui, il se fait suspendre pour la saison puis les séries. Ouais. Puis ouais, là, il y a eu beaucoup d'émeutes puis il y a eu beaucoup de... Mais juste avant qu'il était pour avoir son record aussi. Il aurait eu le trophée Art Ross pour la première fois. Puis ça, il aurait dû gagner une coupe de reprises. Mais il se l'est toujours fait voler parce que il donnait des points à que ce soit Gordie Howe ou c'est quoi, Roy Conacher.
Personne ne le connaît, Roy Conacher, tu sais, c'est ça. Mais il donnait des points aux meilleurs joueurs, que ce soit les Wings ou Rangers, tout ça, même quand il n'était pas sur la glace, pour que Maurice ne gagne pas le meilleur pointeur. Puis ça, c'était l'année qu'il l'avait. Ça, c'est documenté, là? Oui. Comment il pouvait leur donner des points s'il n'était pas sur la glace? Tu regarderas le film de Maurice. Ok, d'accord. Ok. Il n'y avait pas autant de TV, puis il n'y avait pas autant que ça. Justement, il n'y avait pas. Exactement. Même si Gordie Howe n'était pas sur la glace, là, il pouvait donner une petite raison. d'extra de temps en temps. Tu sais. Puis il n'y avait pas les reprises à la télé non plus. Parlant de la télé, on va regarder celui-ci que tu as trouvé. Puis un autre que j'ai trouvé, ceci c'est 1952. Regardez la qualité de l'image ou le manque de qualité de l'image. Oh. Oh. Ça c'était le but qu'il a gagné pour le numéro 1 de l'histoire dans la Ligue. Le meilleur buteur de l'histoire. Donc ça c'est 1952. OK. Ça c'est la fois qui a été envoyée à Rome. Non, c'est 500e, hein? Non? Ou c'était 325? Non, c'est celle-là. C'est celle-ci. Il a battu le record, c'était pas à 500, c'est OK. Puis là, il a ramassé l'époque, là. OK. Donc, on voit la qualité qui n'est pas super. Puis regardez ceci, juste pour le fun. Parce que, puis c'est pas juste anecdotique, je pense que c'est important de voir justement, c'est un mythe moderne qui est en train d'être créé. Ben, la télé, elle aide beaucoup dans la création de ces mythes-là. Hein, avant, tu entendais à la limite le match à la radio. Ça, c'est juste 5 ans plus tard, en 1957. Au début, la période de Maurice, c'était pas mal. C'était juste radio, je pense. Il y avait-tu un peu de TV? Comment ça? Au début. C'est quand même beaucoup plus clair, hein, 5 ans plus tard. Ça, c'est en plein dans les années où les gens sont en train d'acquérir des télés, là. Hein, c'est le jour et la nuit. Oh non, elle casse la dernière de l'heure. C'était le dernier de son problème. Voilà, 500e but. Il a aussi été le premier à marquer 50 buts en 50 matchs. Il a fait ça en 43, je pense. C'est là qu'il y avait une des critiques, c'est qu'il n'aurait pas pu faire ça si les gars qui étaient partis à la guerre étaient là. Mais honnêtement, sûrement qu'il aurait été capable. Question. Yeah. Par rapport à justement la guerre, tout ça, Perron dit que bon, le fait qu'il soit volontaire aide à perpétrer ce mythe d'héros-là. Honnêtement, j'ai pas compris pourquoi. Parce que la population québécoise était généralement contre la conscription, contre l'enrôlement dans la guerre. Donc pourquoi est-ce que lui, qui participe à un conflit britannique, aurait aidé à le populariser? J'ai pas compris cette partie-là. Bien, il y a une chose que j'ai mis sur mon autre feuille, là. Perron, je pense que c'est Perron. Puis c'est un des endroits, c'est un très bon mémoire, hein, c'est vraiment bien. Mais c'est un des endroits où elle n'a pas de source. Ouais, puis elle écrit. Elle écrit. Non, c'est pas là? Ah non, c'est sur l'autre feuille. Note. Oui, une note, là. 29% des Québécois supportent activement la participation du pays à la Deuxième Guerre mondiale. Je crois pas. Peut-être à la conscription, peut-être qu'il y a juste 29% des Québécois qui seraient pour. Mais la Deuxième Guerre mondiale a quand même beaucoup mieux passé que la première. C'était moins c'était eurocentriste, mais les raisons ont fait que, les causes qui ont été données en Amérique du Nord, c'est défendre la liberté, blablabla. Du coup, ça sonnait un peu mieux qu'on va aller résoudre un conflit qui ne nous concerne pas. Mais du coup, je sais pas, ouais. Oui, c'est ça. Malgré, il y avait une certaine sympathie chez certains éléments catholiques nord-américains pour le fascisme. Est-ce qu'il y a un changement des stats quand, par exemple, la France s'est fait envahir? Est-ce qu'il y a eu un changement des stats en termes de population québécoise? Pas tant. Déjà, avec la Première Guerre mondiale, la population québécoise se sent très distante de la France. Okay. Il y a eu des campagnes faites enfants de Montcalm, venez vous battre pour la France, et ça n'a pas été bien répondu.
les Québécois avaient tendance à faire vous nous avez abandonné, c'est plein d'Abraham, bye. Alors, Puis beaucoup vont, certains historiens vont comparer la position québécoise à l'époque pour dire c'est pas si bizarre que ça, à celle des Américains. Donc en gros, c'est une population qui est là depuis 400 ans, ou 350 ans à ce point-là, ou 300 ans. Elle n'est pas isolationniste comme les Américains, alors que les Canadiens anglophones, il y en a beaucoup qui sont de première, deuxième, troisième génération. Tu sais, les liens avec la Grande-Bretagne sont beaucoup... Exactement, les liens sont beaucoup plus vifs, là. Ouais. Ah, une autre vidéo. Ah oui, super. Ouais, juste vite fait, ça, on va pas tout la regarder, là. Oh non, c'est pas ça. Ah ouais. Ceux-là, ils ont déjà fait tous les autres joueurs avant. Puis les autres, c'était tout genre, ils rentrent pas mal un après l'autre. Là. T'as gagné autant que cette année, ça. Puis là, ils disent ça vite fait. Mais lui, c'était juste. Ils l'ont gardé à la fin. Il y a une raison. Brian Mulroney, Premier ministre du Canada. Ça coûte. Mario Dumont? Mario Tremblay. Mario Tremblay, oui, excuse. Ouais. Gary. Mais, ouais, sur 3-4 fois durant ce temps-là, l'animateur, il va essayer de dire, ok, c'est bon, tout ça. Même Maurice, il est là, puis comme, qui est arrêté, comme. Mais chaque fois qu'il fait arrête, ben, ça repart encore plus fort, tu sais. ça, ouais. Quelle année ils ont fermé le forum? 96. Puis il est mort en 2002. En 2000. C'est vrai. Quand même bien d'avoir ce genre d'hommage-là avant de mourir, hein? Puis tout le monde se demandait si les fantômes du forum allaient réussir à être transférés à... Ils ne l'ont pas dit. Non, c'est confirmé maintenant, non. ok, là, ça va faire. Ah ouais. Il y en avait déjà eu des hommages avant, mais là, ça, c'était genre... Parce que le forum, c'est son aréna à lui. C'est lui qui l'a... C'est à cause de lui qu'il n'y a plus de cage. Une grande raison qu'il n'y a plus de cage, puis que tout le monde est ensemble, c'est Maurice Richard. Parce que son beau-frère, il a dit, comme, tu sais, je suis tanné d'aller à la game, puis on est tous pris dans la cage, comme... Pas le bon sens. Moi, je m'en vais à la maison, je parle à Maurice Richard, puis là, je suis pris dans une cage quand j'étais à la game, comme si... Ouais. Cool, merci. Mais ouais, ça, il est juste un niveau qui est plus haut que les autres. Je vais regarder les dernières questions sur Perron pour voir s'il y en a d'autres qu'on peut regarder dans les 5 minutes qui nous restent. Quelque chose, hein? Donc, avez-vous pris la peine de cliquer sur le lien qui est Julie Perron? Non. Hein? Donc, juste pour peut-être un petit conseil. Quand un prof vous demande de lire quelque chose, bon, moi je suis pas fâché là, mais c'est juste une bonne habitude de faire une recherche Google rapide pour voir c'est qui ça. De nos jours, c'est tellement facile. Hein? Déjà, ça vous permet d'anticiper, donc pas dans ce cas-ci là, mais comment est-ce que je devrais recevoir le message de cette personne-ci? Est-ce que c'est une personne crédible? Est-ce que c'est une personne qui a une réputation comme étant plus ci, plus ça? Je sais pas, je donne des exemples, pro-décolonisation, de droite, aussi ou ça. Donc, avoir une idée de la réputation avant de commencer à lire, ça vous donne comme un... Ils ont comme des expériences qui viennent légitimer qu'est-ce qu'ils disent. Oui, c'est ça. Est-ce que ce sont des témoins ou des chercheurs ou des ci ou des ça? Dans ce cas-ci, elle est intéressante pour d'autres raisons.
C'est surtout peut-être pour vous, je pense que c'est intéressant de vous montrer à des étudiants. C'est vraiment complètement différent que ça me maîtrise aller. Hein? Exactement. Non, Quand j'ai regardé, j'étais comme boy, c'est pas. Ah non. Je m'entendais pas à ça. Là, si t'es logué dans LinkedIn, tu peux voir sa photo là. Mais regardez, donc c'est bien elle là. Elle a fait en voie d'éducation, maîtrise en histoire à l'UQAM, ensuite un PhD à Concordia, même un postdoc à Concordia. Ce serait le fun d'aller voir sur quoi elle a écrit au doctorat. Mais par la suite, elle a travaillé en communication et marketing et là, elle est directrice des communications pour Merck, là, la compagnie de pharmaceutique. Donc, pas comme écrivaine. Non, c'est weird. Donc, c'est son mémoire de maîtrise, un bon mémoire de maîtrise ou sa thèse de maîtrise. Puis, elle a fait une thèse de doctorat plus tard. Donc, c'est une historienne patentée. Ou peut-être qu'elle a fait des études culturelles. Concordia. Intéressant. Bon, là, si je clique là-dessus, ça va juste m'emmener à... Il faudrait trouver là, je n'ai pas fait cette recherche additionnelle-là, quelle est sa thèse à Concordia. Mais peut-être qu'elle était à Concordia pour faire des études culturelles, justement, ou Cultural Studies. Sinon, autre question. Ah oui. Pourquoi c'est les... Pourquoi que nos héros contemporains sont issus du monde athlétique plutôt que les sports politiques ou militaires? Allez-y, parlez-en. Je suis 100% d'accord avec ça. Non? Je pense que c'est plus facile d'idéaliser un sportif que d'idéaliser un militaire, etc. Surtout aujourd'hui, tant qu'un sportif ne touche pas à la politique, il va être aimé de la population. Dès qu'il touche à la politique, par contre, là, par exemple, nous, dans l'équipe de France, il y a notre goal et ancien chef d'équipe, je sais plus. Bref, quand il a parlé du Qatar, il a dit non, mais vous savez, il faut respecter leur choix, ne pas aimer les populations homosexuelles, c'est culturel. Non, c'est pas culturel. Mais ok. Et après, il s'est fait défoncer. Du coup, un sportif, c'est plus facile de l'idéaliser. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup d'études critiques de toutes les figures militaires, etc. et politiques. Et c'est vrai que moi, toutes les personnes qui disent oh non, moi, c'est militaire, il est incroyable, etc. Pareil, pour exemple, chez nous en France, c'est Charles de Gaulle. Incroyable, grand militaire, etc. Ok, mais il a quand même envahi l'Algérie. Ouais, il a quand même envahi l'Algérie. Il n'a pas fait que des choses bien, mais c'est plus facile, je pense. Ouais. Il peut avoir moins de mal dessus un sportif que dessus un militaire ou une tête politique. C'est là où je veux dire que je suis d'accord que c'est plus facile d'idéaliser quelqu'un qui n'est pas militaire ou politique, mais de dire que c'est du monde athlétique, je suis comme non, Céline Dion. Oui, j'avoue. J'ai pensé à la même chose. Les Beyoncé, tout le monde du divertissement. Mais pour les mêmes raisons. C'est ça, les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Exactement. Donc c'est là où j'étais pas d'accord. Je pense que tout le monde dans la politique sont aimés jusqu'à temps qu'ils sont plus aimés. Non, mais même là, c'est pas pareil. Tu vois pas se faire repêcher dans la Ligue nationale, puis tu les vois grandir. Ou comme Céline Dion, tu la vois grandir. Sa carrière, tu le vois du Québec, ça monte. Si tu arrives en politique, naturellement, je sais pas comment partisan que tu es politique, mais je vais pas suivre la carrière politique d'un MP. Il y en a qui le font, là. Ah, ouais. Il y en a que c'est intense. Oh, okay. Mais dans la sphère sportive, c'est beaucoup plus diffusé que Monsieur, Madame, tout le monde qui va à la guerre. Ouais. Comme il y a certains films sur les guerres, il y a certains films sur des héros militaires, mais c'est pas autant diffusé, puis il n'y a pas autant d'intérêt que comme le monde sportif, tout le monde le regarde à la télé, comme il y a une game de hockey qui joue, tout le monde va la voir, comme... C'est aussi un sujet apolitique par excellence, donc même si on s'entend sur rien, on peut quand même parler du hockey, ou presque. Juste entendre William rapidement. Ouais. Non, parce que j'ai l'image en tête de genre un repêchage au Parlement, genre télévisé comme pour le Trump language. Pour le quoi? Genre comme le Trump Les partis conservateurs de l'Ontario vont les ramasser à 6 pieds 2, 250 livres. Greg Norwich du comté de Saint-Hyacinthe. J'ai manqué tout ce qui a été dit là. Parce que ça genre, les politiques, il n'y a pas de repêchage comme au hockey, mais là, genre, ça m'a donné une image en tête, genre, tu sais, d'un repêchage télévisé comme pour le Trump, la NHL. Imaginez, ouais, chaque partie, là. Chaque partie, je pense que c'est député. Non, mais je suis pas d'accord avec vous, on te veut pareil. C'est toi qui montre le plus de potentiel. Oui, prenez le cas. On dit que bon, c'est apolitique et tout, il y a quand même un côté politique à tout. Et il y a un côté social qui est très important. Oui, mais
J'aimerais dire que oui, tu as raison de dire que le sport est partout, mais le sport masculin est partout. Et je veux pas venir ici faire « Ah, non, mais c'est très, très vrai qu'il y a une disparité entre la publicisation du sport féminin et masculin. Malgré que les sports féminins sont habillés avec très peu de vêtements et tout, il y a quand même... Oui. Juste une petite chose à ce point-là. C'est une business privée. Ah, je sais. C'est que les femmes, ils n'écoutent pas assez de sport pour supporter les femmes. Puis si les filles regardent du sport, souvent ils vont regarder les sports masculins. C'est là qu'il faut que ça change un petit peu. Oui. Parce que comme, même, tu regardes juste dans NBA, la WNBA, là, si la NBA serait pas là, elle ferait zéro. Là. Chaque année, ils sont dans le creux, ils font pas d'argent, ils n'ont pas de fans. Il y a personne qui va les... Non. Puis, tu regardes ça, c'est pas mal 50%, 50% gars, filles dans la population, right? So, il y a cette partie-là aussi qui est top. Mais il y a aussi le fait que le marketing n'est pas égal. Dans le C'est sens sûr, où c'est sûr. c'est certain que si tu publicises beaucoup plus le sport masculin, le sport féminin va prendre le bord parce que c'est pas ça. Mais Et tu nous? vas pas publiciter le sport féminin si tu fais pas d'argent pour publiciter ton sport féminin. Oui, mais ça devient une affaire d'investissement à ce point-là. Je vais donner la parole à William parce qu'il a. Ouais, mais je sais pas si c'est un peu genre comme un sac, genre ça se perpétue. vicieux. Un cercle vicieux, parce que genre comme. Il y a personne qui écoute les femmes, fait qu'on va pas publiciser les femmes, fait que du coup il y a personne qui écoute les femmes. Fait que, tu vois, tu sais, genre. C'est ça. Il y a moins d'équipes de femmes en général. Un autre cercle vicieux, un autre œuf et la poule. Là. Ouais. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah non, du coup, c'est là où les Jet je te dis s'interviennent. Oui. Mais du coup, c'est vrai, par exemple, je travaillais avec une joueuse de rugby ici au Gigi's, et elle me disait même en termes de financement, etc., genre, l'équipe de foot qui gagne quasiment rien, genre à la fin de game, genre, ils ont 5 entraîneurs, etc. Alors que par exemple, l'équipe de soccer qui est genre championne du monde, je crois est-ce qu'elles vont doubler leur titre, je sais pas, l'équipe de rugby qui est très très bonne, etc. Elles doivent se battre pour avoir un physiothérapeute et un entraîneur, genre à temps plein, parce que c'est quasiment impossible pour elles d'être financées correctement malgré leur titre, alors que l'équipe de foot. Donc, le mot de la fin, c'est que Maurice Richard était bien bon, mais il y avait le défaut d'être un homme. Non. Même s'il se battait contre tout le monde, il était quand même Mais tout le ça, monde les idéalisé. femmes, par exemple, le sport des femmes, ça l'avance beaucoup. Ah, Au oui. hockey, en tout cas, là, au hockey, dans les derniers 2 ans, c'est incroyable comment que ça l'a changé au niveau, genre, pas juste genre, on va mettre une ligue, comme au niveau administratif, puis comment ils vont financer leur ligue, puis comment ils vont la mettre en place. Ils font bien. Puis si tu veux supporter du hockey féminin, PHF, ils jouent à TVA Sport. Ils ont le contrat PHF avec la Force de Montréal, puis ils ont tous les matchs. Super. Donc, c'est un rendez-vous. Merci pour votre présence, votre participation. On salue Zach, tout le monde salue Zach avant. Ouais, Zach. Tout le monde, Canada.